Bonjour, je m'appelle Thierry Feller, je suis le responsable du réseau de sites courtapro.ch. J'aimerais dans cette série de vidéos traiter du deuxième pilier. C'est un sujet de préoccupation pour beaucoup de personnes qui lisent la presse ou qui entendent à la radio que beaucoup de choses vont changer, que certaines possibilités de retrait vont disparaître. Il y a donc une vraie préoccupation. J'aimerais tout d'abord expliquer ce qu'est le deuxième pilier. Pour comprendre le rôle du deuxième pilier, il faut l'insérer dans le cadre général que la Constitution a prévu pour la prévoyance en Suisse. Ce cadre parle de 3 piliers. Alors quand on évoque ces 3 piliers, on pense à 3 piliers verticaux. L'inconvénient de cette notion de 3 piliers, c'est qu'elle ne permet pas de comprendre facilement comment se coordonnent ces 3 piliers. C'est pour ça que je vais plutôt parler de couches. Il y aura une première couche, une deuxième couche et une troisième couche. La première couche, c'est l'AVS. C'est un système étatique qui concerne toutes les personnes qui résident en Suisse, même sans activité lucrative, mais aussi toutes celles qui travaillent en Suisse. Par exemple, un frontalier français qui vient travailler en Suisse ne réside pas en Suisse, mais sera affilié à l'AVS. Ce système de l'AVS a une particularité qui est tout à fait importante à comprendre, c'est qu'il est basé sur la solidarité. Solidarité entre les générations, entre les plus jeunes et les plus âgés, mais solidarité aussi entre les personnes. En d'autres termes, ça peut arriver qu'on cotise à l'AVS pendant une grande partie de notre vie et qu'on puisse ne pas avoir de prestations. Et cet argent est gardé au sein de l'AVS pour d'autres personnes. C'est comme ça que s'exprime ce principe de solidarité. L'AVS est prévu pour servir des prestations sous forme de rente. Par exemple, à la retraite, une rente AVS. En cas d'invalidité par maladie ou par accident, une rente d'invalidité qu'on appelle la rente AI. Et puis aussi des rentes pour les survivants, pour conjoints ou enfants. Un système étatique basé sur le principe de la solidarité. Troisième chose qui concerne toutes les personnes résidant en Suisse ou travaillant en Suisse. La Constitution a prévu aussi une deuxième couche, qu'on appelle le deuxième pilier, qui lui concerne un cercle plus restreint de personnes, principalement des salariés qui auraient un revenu excédant un minimum. Ceux-là vont être obligatoirement affiliés par leur employeur. Ça peut aussi concerner des indépendants qui souhaiteraient s'y affilier d'une manière facultative. Et où la notion de couche devient intéressante, c'est que ce deuxième pilier va servir aussi le même type de prestation que l'AVS. Il va servir à la retraite une rente ou un capital, si on en a demandé l'option. Il va servir une rente en cas d'invalidité. Et il va servir aussi une rente pour les survivants. Je donne un exemple très concret. Quelqu'un qui serait en arrêt maladie, cet arrêt maladie se prolonge et devient une invalidité, eh bien, l'AI du premier pilier va intervenir sous la forme d'une rente d'invalidité de l'AI, mais le deuxième pilier va aussi intervenir avec une rente d'invalidité. Donc la personne va toucher 2 rentes. On va retrouver cela aussi pour la retraite, une rente de l'AVS, plus une rente de vieillesse du deuxième pilier. Et pour les survivants aussi, une rente de conjoint de l'AVS, une rente de conjoint du deuxième pilier, et éventuellement des rentes d'orphelins. Donc on voit qu'on est en présence de 2 couches. L'AVS constitue la première couche, ça concerne
tous ceux qui résident en Suisse ou travaillent en Suisse. Le deuxième pilier rajoute une deuxième couche, mais ça ne concerne que des salariés avec un revenu au-delà du seuil minimum ou des indépendants qui ont décidé de s'y affilier facultativement. La Constitution a prévu que ces deux piliers devaient, au moment de la retraite, ou en cas d'invalidité, ou en cas de décès, couvrir les besoins de base de la personne. Mais comme chacun a des envies différentes, un style de vie différent, des besoins différents, la Constitution a aussi prévu un troisième pilier. Ce troisième pilier est souvent sous forme d'épargne, mais on peut aussi y prévoir des prestations en cas de décès ou en cas d'invalidité. Donc on peut arriver à une situation, par exemple, à la retraite, où la personne va toucher une rente vieillesse de l'AVS, une rente vieillesse du deuxième pilier, plus un capital de son troisième pilier qui peut être converti en rente. Donc, il améliore ses revenus pour la retraite. Voilà, nous allons maintenant focaliser sur le deuxième pilier. Depuis plus d'une dizaine d'années que je reçois en consultation des personnes pour des problématiques de deuxième pilier, j'ai senti chez eux beaucoup de préoccupations. Et vraiment, je m'aperçois que durant des années, ces personnes, salariées, affiliées au deuxième pilier, ne se sont pas du tout préoccupées de leur deuxième pilier. Ils ont bien vu sur leur fiche de salaire une cotisation LPP, parfois même ils ne savent pas bien ce que ça veut dire LPP. Ils reçoivent une fois par année de leur fondation un certificat de prévoyance. Ils voient qu'à la retraite, ils auront tel montant de rente, en cas d'invalidité, telle rente. Et puis parfois, et pas toujours, ils voient qu'il y a une ligne dans leur certificat qui est mentionnée libre passage avec un montant. La plupart, quand même, se disent « tiens, ça c'est de l'argent ». Voilà. D'autres ne se préoccupent pas du tout de ça. À un moment donné dans leur existence, souvent vers les 40, 50 ans, eh bien là, ils commencent à se pencher sur le problème, à essayer de comprendre. Et à ce moment-là, ils vont se rendre compte qu'ils deviennent très frustrés. Pourquoi? Parce que ils voient bien qu'ils ont un montant de libre passage mentionné sur leur certificat de prévoyance. Ils se disent, ben, c'est mon argent, au même titre que mon argent sur mon compte bancaire, je peux en faire ce que je veux, je peux aller retirer cet argent si j'ai des dettes, si j'ai des soucis financiers ou si j'ai un projet qui me tient à cœur. Et avec le deuxième pilier, ils se heurtent à des dispositions légales assez fortes. Donc, ils s'en préoccupent, ils sont très frustrés et généralement, ils cherchent par tous les moyens à retirer leur deuxième pilier parce qu'ils ont appris qu'il y avait des possibilités de le retirer. En fait, pourquoi cette frustration? Pourquoi cette préoccupation? Parce qu'ils n'ont pas bien compris sur quel principe le deuxième pilier a été mis en place. On a vu que dans l'AVS, le principe quasi exclusif, c'est la solidarité entre les générations et entre les assurés. Ils voient dans le deuxième pilier qu'il y a un capital qui s'accumule avec des intérêts qu'on appelle le taux technique et ils se disent, ben là on est en présence d'un système de capitalisation normal. Et ils perdent de vue que dans le deuxième pilier aussi, il y a un élément de solidarité qui peut être assez fort et donc contraignant. Je vous donne un exemple très concret. Une personne célibataire, durant toute son existence professionnelle, à quelques années de la retraite, décède subitement. Il ne laisse aucun enfant, aucun conjoint, aucun concubin. Il a vraiment été célibataire toute sa vie. Dans la loi, l'argent qui a été accumulé dans son deuxième pilier, eh bien, ne va pas sortir de la fondation. Il va être réutilisé par la fondation pour servir des rentes à d'autres personnes.
c'est cet élément de solidarité, qui peut être perçu par la famille comme une injustice flagrante, et c'est pour cela que beaucoup de règlements de caisse de pension vont prévoir quand même une clause selon laquelle les héritiers légaux pourront retirer tout ou partie de cet argent. Mais toutes les fondations ne le font pas, et dans la loi, ce n'est pas prévu. Parce que dans ce cas-là, l'élément de solidarité est premier. Je tiens une infoline d'information depuis plus de 10 ans, une fois par semaine, et il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un ou plusieurs appels concernant le deuxième pilier. Les situations sont très diverses, mais il y en a quand même une qui me touche particulièrement. Ça arrive que ce soit un homme ou une femme qui m'appelle, qui me dit « j'ai des dettes ». J'ai une saisie sur salaire, j'arrive plus à vivre, j'arrive plus à m'en sortir. J'aimerais retirer mon deuxième pilier, c'est absolument nécessaire pour moi. Dans ma position de consultant, eh bien, je peux compatir, mais je ne peux aussi que leur dire que ça n'est pas possible. Alors bien sûr, ils acceptent souvent assez mal cette situation parce que, en fait, ils n'ont pas forcément compris que la loi prévoit 4 situations bien définies qui autorisent le retrait du deuxième pilier. C'est ce que nous allons voir maintenant d'une manière succincte. La première situation qui est la plus habituelle, on pourrait dire l'option par défaut dans le cadre du deuxième pilier, c'est la retraite. Le deuxième pilier n'est pas fait d'abord pour capitaliser de l'argent et ensuite faire de cet argent ce qu'on veut. Le deuxième pilier est fait pour capitaliser de l'argent, effectivement, servir des prestations en cas d'invalidité et de décès, mais il est surtout fait pour prévoir un revenu de remplacement sous la forme d'une rente de vieillesse à la retraite. Dans le cadre de cette prise de retraite, eh bien, la personne a souvent le choix entre prendre une rente, qui est l'option par défaut, c'est-à-dire si elle ne fait rien, c'est une rente qui va être servie, et parfois, elle peut prendre une option capitale. Ça veut dire qu'elle peut décider de tout prendre sous forme d'argent, de capital, si le règlement de la caisse de pension le prévoit. Parfois, ça ne peut être que de 25%, et à ce moment-là, le reste est converti en rente. Donc cette personne aura une rente plus le capital. Ça, c'est l'option normale dans le cadre du deuxième pilier. Après, il y a des sortes d'exceptions. Et il faut vraiment le percevoir comme des exceptions, et non pas le cas normal. Le cas normal, c'est on cotise durant toute notre activité professionnelle, ensuite on a une rente, peut-être une option capitale. Après, les 3 autres que je vais aborder sont des sortes d'exceptions. Il y a par exemple l'exception de la propriété du logement. Pour un logement principal, ça veut dire que c'est là qu'on vit. Ça exclut donc la résidence secondaire. C'est là qu'on vit avec sa famille, ses proches. Ça exclut donc une utilisation commerciale. Et à ce moment-là, on ne va pas parler d'option capitale, on va parler plutôt de versement anticipé. Donc à ce moment-là, l'argent quitte la fondation et va vers la banque ou le vendeur. Mais on peut aussi utiliser le deuxième pilier en notissement. Ça veut dire comme une sorte de garantie pour que la banque puisse vous prêter de l'argent. On peut aussi utiliser ce deuxième pilier pour son logement principal exclusivement réservé à sa famille, à ses proches, pour amortir sa dette hypothécaire. Ça peut se faire, c'est une particularité de cette option, ça peut se faire alors qu'on est affilié au deuxième pilier, donc salarié.
On n'a pas besoin donc de démissionner pour faire valoir cette option pour la propriété du logement. Les deux suivantes, eh bien, elles vont nécessiter la fin des rapports de travail. Devenir indépendant, c'est possible, mais il faut bien comprendre ce que ça signifie devenir indépendant. C'est devenir indépendant au sens de l'AVS. Quelqu'un, par exemple, qui se dit « j'aimerais développer une activité, je souhaite créer une SARL », va peut-être dans sa tête raisonner et fonctionner comme un indépendant. Par contre, du point de vue de l'AVS, il n'est pas indépendant. Parce que s'il crée une SARL et qu'il tire une rémunération de l'activité dans cette SARL, il va être salarié. Il n'y aura donc pas possibilité pour lui de retirer son deuxième pilier en disant « je suis indépendant ». Peut-être que dans sa tête, il est indépendant, il fonctionne comme un indépendant, mais du point de vue de l'AVS, il est salarié et ne pourra donc pas retirer. Donc il pourra retirer ce deuxième pilier s'il est reconnu indépendant en raison individuelle, inscrite au registre du commerce ou pas, ou en société en non collectif, c'est une autre manière d'être indépendant, mais avec quelqu'un, et il devra démontrer qu'il a été reconnu comme indépendant. Et ensuite, il pourra retirer son libre passage. Mais ça implique qu'il ne soit plus salarié. Donc pour quelqu'un qui se dit « je vais me faire reconnaître comme indépendant à titre accessoire, je garde mon emploi à temps partiel dans lequel il est affilié au deuxième pilier », il aura bien été reconnu comme indépendant, certes, mais comme il continue d'être salarié et affilié au deuxième pilier, il ne pourra pas retirer son deuxième pilier. Donc on voit que les choses se compliquent un peu. Et il y a une dernière qu'on appelle communément départ de Suisse, où lorsque on n'a plus notre résidence officielle en Suisse, mais dans un autre pays, eh bien la loi prévoit la possibilité de retirer tout ou partie de son deuxième pilier. Et depuis 2007, depuis l'entrée en pleine vigueur des accords sur la libre circulation des personnes, eh bien on va distinguer d'une manière très formelle et d'une manière très forte le départ de Suisse vers un pays hors de l'Union européenne, où là, il y aura la possibilité de retirer la totalité de son libre passage, du fait d'aller dans un pays de l'Union européenne, où là, les personnes vont vivre une restriction au retrait. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas forcément avoir tout le montant, ou en tout cas pas facilement. Dans la suite des vidéos, nous allons aborder ces différents points d'une manière beaucoup plus détaillée. À bientôt.